C'était la 8e journée des championnats du monde à Tokyo et il y a eu quand même pas mal de performances aujourd'hui, des beaux duels, des grands champions qui se sont révélés, des futurs stars de l'athlétisme qu'on a vus sur la piste pour la première fois, le 800 mètres masculin, le 5000 mètres féminin, les 20 km marche masculin et féminin avec des Français aux avant-postes. Pour savoir tout de cette journée d'athlétisme à Tokyo, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Avant d'analyser, Alex, un peu les différentes épreuves, j'aimerais savoir si tu t'es remis un peu de ta défaite cuisante avec Noah Lyles, grand vainqueur, champion du monde du 200 mètres hier. Franchement, il a été très fort. C'est le meilleur. C'est un compétiteur. Par contre, on avait dit quelque chose qui finalement s'est avéré. On avait dit qu'il ne ferait pas mieux en finale qu'en demi-finale, et il a pas C'est fait vrai. mieux. Il a fait 19,52 alors qu'il a fait 19,51, mais en tout cas très très fort Noah Lyles. J'accepte son titre avec grand plaisir quand même parce que c'est un grand champion. J'aime pas le personnage, mais on est forcé d'accepter et de constater la suprématie de l'athlète, même si on n'aime pas le personnage. Donc bravo Noah, mais ce n'est que partie remise. La course était en tout cas folle. Je suis sûr que tu as suivi ça et que c'était vraiment une super course. Aujourd'hui, une très belle course aussi, Alex, avec la finale du 800 mètres homme, avec Wanyoni, le Kenyan, champion du monde, aujourd'hui à Tokyo, dans une course très spectaculaire. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça, cette course, parce que je m'attendais pas forcément à ce scénario-là. Hier, quand j'ai fait le podcast, j'avais dit que ça allait être une course peut-être tactique. Peut-être avec Mac Phillips, l'Irlandais, on en avait parlé, qui pouvait tirer son épingle du jeu, qui finira 4e aujourd'hui. Mohamed Attaoui 5e. Je pense que si la course allait être plus lente, ces deux athlètes allaient monter sur le podium. Mais Wanyoni, il nous a fait une course à la David Rudisha, 49-26 aux 400 mètres. Il a tout mené ou presque. Franchement, c'est un très très grand champion. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alex? Ah, tu dis il a tout mené ou presque, non, il a tout mené. Il y a juste à un moment donné Arop qui est passé devant aux 200 Oui. mètres, mais il a directement repris le lead Wagnoni. Franchement, c'est une course de patron, c'est super dur, c'est super couillu de faire ça en finale d'un grand championnat. Il a tenu, on a eu peur un peu pour lui dans la dernière ligne droite. Finalement, c'est Arop qui s'est un tout petit peu effondré, mais incroyable Wagnoni, faire une 41-86 en menant du début à la fin, c'est magnifique, c'est à l'image de ce qu'il avait fait aussi l'année dernière en finale des Jeux Olympiques, c'est le cadre de la discipline. On attendait le duel avec Marco Arop, il a eu lieu et Marco Arop s'est un petit peu cassé les dents même sur Wagnoni, et finalement c'est Sedjati au prix d'une très belle dernière ligne droite aussi qui vient prendre la deuxième place devant Arop qui finira seulement troisième. Mais attention, le meilleur dernier 100 mètres, c'est notre petit Irlandais Mac Phillips dont on avait parlé. Là, il a encore mis une seconde à son record national. Il avait fait une 43-18 en 2000, là, il fait une 42-15, une 42-15 et il est quatrième. Il est pas sur le podium. C'est n'importe quoi cette discipline ces dernières années. Le 800 mètres masculin, ça part dans tous les sens. Et là, on a un nouveau client. Parce que Mac Phillips, jusqu'à maintenant, on le connaissait pas. Franchement, dites-nous dans les commentaires si vous le connaissiez, mais moi je vais pas vous mentir, je le connaissais pas. Il est de 2002, c'est un jeune athlète, il a 23 ans et franchement, là il s'installe comme un futur cadre de la discipline potentiellement parce que il a un finish dévastateur. Là, on a vu qu'au train, il est capable de tenir et de quand même avoir un finish dévastateur. Une 42-15, il va s'installer dans le gratin mondial dans les années à venir avec un Atawi, Wagnoni qui est de 2004, hein, c'est une stat folle ça aussi. Hein. Wagnoni, il a seulement 21 ans. Donc, en fait, tous, ils sont très jeunes, hein, parce que le plus vieux de cette finale, c'est Marco Arop, qui est de 98. Il a seulement 27 ans. Donc, d'ailleurs, Marco Arop, il aura 27 ans. On est le 20, là, aujourd'hui, je crois. Il a 27 ans aujourd'hui. Ça va faire une médaille de bronze mondiale le jour de ses 27 ans. Tiens, petite fun C'est pas mal fact. quand même. Ouais, ça va. C'est Mais pas ouais, mal. très très jeune génération, Stéphane. Et Ouais. c'est Très bon très pour fort. l'avenir. Non, non, c'est super. L'épreuve est en pleine évolution, une révolution même. Et l'Irlandais Mac Phillips, franchement, il gagne une seconde à son record national. Alors qu'il avait gagné une seconde sur son propre record national avant-hier. Ça veut dire que ce mec-là est en train d'exploser au plus haut niveau. J'adore ce gabarit un peu costaud, grand. On sent qu'il domine un peu la course. Et il a quand même tout ce qu'il faut aussi pour passer sur le finish. C'est vraiment vraiment exceptionnel. Et à noter quand même qu'il devient le 5e meilleur performeur européen de tous les temps.
5e meilleur performeur européen de tous les temps. C'est vraiment une très très grosse course. Il y a Kipketer, Gabriel Tual et Ataoui. Cinquième il n'y a pas Sébastien Coe? Sébastien Coe aussi. Kipketer, Tual, Sébastien Coe, Ataoui et donc Mac Phillips. Donc cinquième. Je sais pas le chrono de Sébastien Coe, je l'ai pas de tête, mais je crois qu'il a fait une 41-73. Ouais, donc vraiment, c'est très très fort. Mac Phillips, attention à lui les prochaines années. Il a éclos aujourd'hui à Tokyo et c'est peut-être que le début. Et pour revenir sur Wanyoni, ça fait 3 années d'affilée qu'il est meilleur performeur mondial de la saison. Donc 2022, 2023, 2024, même 2025. Donc ça fait dans 3 ans, 2023, 2024, 2025. Déjà, aujourd'hui, record des championnats. Une 41-86, champion olympique l'année dernière, champion du monde cette année, il est en train de tout rafler, il lui manque plus que le record du monde de David Rudisha qu'on lui promettait dans une course déjà cette année et l'année dernière. Donc Wanyoni est en train d'avoir tout. Ouais, il va s'y attaquer, franchement, c'est sûr, il va continuer de s'y attaquer. Il y a un jour où ça va passer. On en avait parlé avec Benjamin Robert qui nous avait dit qu'il serait même pas surpris si le jour où le record du monde tombe, il y aurait peut-être même plusieurs athlètes qui seraient aspirés dans cette course et qui pourraient passer sous les 1,40 ou aller taper du 1,39 même. Lui, c'est quelque chose qu'il voyait, Benjamin Robert. Moi, il y a une stat aussi qui me rend un peu fou. C'est le 8e de cette course. Massalela, le Botswanais, qui fait une 42,77. On est dernier de la finale mondiale en une 42,77 en 2025. C'est des chronos qui permettent d'être champion quasiment toutes les éditions. C'est dire vraiment la densité qu'il y a en ce moment sur le 800 mètres. Là, on est sur une année un peu moins bien pour Gabriel Tual, mais c'est une finale à laquelle il aurait pu prétendre au top de sa forme l'année dernière à Paris, par exemple. Voilà, c'est quelque chose. Il aurait été là, il aurait fait une 41, une 42. Il peut jouer avec ces garçons-là quand il est vraiment au top de sa forme, Gabriel Tual. Il y a d'autres athlètes aussi qui sont en train d'arriver ou qui sont passés à côté de leur saison. Un Josh Howe qui a fait une 42-0 cette année, les Américains, Brazier, bref. Franchement, il y a une 10, 12, peut-être même 15 athlètes qui peuvent taper d'une 42-0 et gagner des médailles dans les années à venir. Franchement, ce 800 mètres masculin, il est de plus en plus excitant, mais force est de constater quand même, Stéphane, comme tu disais, que c'est toujours Wanyoni qui s'en sort, que ce soit au train, que ce soit sur une course même avec du finish, que ce soit avec des lièvres, sans lièvres, avec Wavelight, sans Wavelight. Wanyoni, il est toujours dans les 2-3 premiers et bien souvent, c'est pas à la 2e ou à la 3e place qu'on le retrouve. Wanyoni est très très fort, c'est un très très grand champion. 17 coureurs aussi, faut le dire, hein, ont passé la barre symboliques des moins d'une 43 cette année, alors qu'il y a quelques années, c'était loin d'être ça. Je vous prends la stat de 2022 par exemple, moins d'une 43, j'ai dit. 43, moyenne 43, aucun. Et pas eu de coureur. Non, après, ça dépend les années, forcément. Mais ça veut dire que la densité est complètement folle. En 2021, il y avait qu'un coureur, c'était Amos. Franchement, on est sur quelque chose de révolutionnaire sur le 800 mètres. Ouais, mais Stéphane, il y a quelque chose qui est en train de révolutionner l'athlétisme aussi. C'est une petite gamine, j'ai envie de dire, qui s'appelle Béatrice Chebet. Elle a quand même 25 ans. C'est pas tant une gamine que ça, mais c'est jeune pour ses épreuves de 5000, 10 000. Et là, elle a atomisé Kipyegon. Et vous entendez bien, on parle de Kipyegon. Chebet a atomisé Kipyegon dans les 200 derniers mètres du 5000 mètres qui s'est couru très, très lentement. Et elle a montré un finish de dingue qui n'a laissé aucune chance à une fille comme Kipyegon. On parle de Kipyegon qui est imbattable sur 1500 mètres dans une course tactique. Là, sur 5000 mètres, elle n'a pas existé dans les 200 derniers mètres derrière Chebet qui a gagné largement cette course. Et la surprise de cette course, c'est on savait qu'il allait y avoir le duel entre Chebet et Kipyegon pour la première place, pardon. Mais c'est encore une fois la surprise, c'est Batocletti, l'italienne, qui vient encore prendre une médaille dans ces championnats du monde sur le 5000 mètres, une médaille de bronze, en plein milieu de toutes les africaines, il y avait également des américaines qui ont longtemps mené la course, mais Batocletti, franchement, très impressionnante sur les courses au train. On espère que Jimmy Gressier sera capable de faire la même chose en tant qu'Européen, d'aller choper 2 médailles, une sur 10 000 et une sur 5 000. Batocletti, on a l'impression qu'elle est prête pour les épreuves de championnat. Je pense que des allures en 14 minutes 0,14, ça va être un peu dur pour elle. Je pense qu'elle n'aura pas ce qu'il faut pour maintenir ces allures-là, donc elle le sait très bien. Elle s'est pas mis dans son planning beaucoup de compétitions de Diamond League. Par contre, le jour J,
elle est présente. Et Béatrice Chebet, t'as tout dit, t'as super bien résumé. Chebet, Kipiegon, avantage pour Chebet. Moi, j'avais vu Kipiegon un peu plus. Je pensais que ça allait être elle qui allait se détacher, surtout vu la configuration de la course. Pendant la course, j'étais persuadé que Kipiegon pouvait passer. Chebet, 28,86 le dernier 200 mètres. 28 secondes 86 le dernier 200 mètres. C'est du très, très, très costaud. Petite erreur à mon avis de placement peut-être Kipiegon sur le dernier tour à un moment donné. Chebet très intelligente. On sent qu'elle a l'expérience malgré le fait qu'elle ait seulement 25 ans et c'est certainement la relève, si ce n'est déjà la relève de toute façon de Kipiegon qui a 31 ans. Mais il y a un truc qui, voilà, Chebet, elle est en train de s'installer tranquillement comme la star du demi-fond et du fond sur piste. Mais moi, j'ai envie de me dire encore aussi attention parce que elle a fait 3,54 sur le 1500 mètres cette année. Est-ce qu'elle pourrait pas nous préparer un petit triplé inédit dans 2, 3 ans, là, dans 2 ans à Pékin et dans 3 ans à Los Angeles, 1500, 5000, 10 000. Ça serait, on sait qu'il y a des athlètes comme Sifan Hassan qui ont tenté des choses un peu similaires avec même le marathon à Paris l'année dernière pour Sifan Hassan. Mais voilà, gagner 3 médailles d'or dans ces 3 disciplines, ça serait quelque chose d'extraordinaire et j'ai l'impression qu'elle peut à terme d'ici 2, 3 ans en être capable parce que 3,54 cette année, elle est pas si loin que ça d'une Kipiegon qui, tu l'as dit, elle a 31 ans, donc peut-être Kipiegon à un moment donné, elle va arrêter de progresser. Je dis pas qu'elle va régresser, mais qu'elle va continuer à faire des 3,50, 3,51. Là où Chebet, à mon avis, pourra venir la concurrencer si elle continue de progresser sur le demi-fond court, on va dire, dans 2, 3 ans. Moi, j'ai envie de la voir maintenant contre Kipiegon sur un 1500 mètres. Parce qu'avec ce qu'on a vu sur le 5000 aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut matcher. Bon, les Kenyans, c'est une génération dorée. C'est une génération dorée. La petit regret que j'ai envie d'avoir là, c'est sur le fait qu'il n'y a pas eu Sarah Madeleine dans cette course. Sarah Madeleine, elle aurait pu faire le doublé 1500, 5000. Et on sait qu'elle est aussi spécialiste du 5000. Elle a dit en interview qu'elle voulait faire le doublé l'année prochaine aux Europes, il me semble, et préparer tranquillement les Jeux Olympiques sur ces deux disciplines. Dans une course comme ça, Sarah Madeleine aurait pu potentiellement tirer son épingle du jeu. On passe, Alex, peut-être. T'as le Ouais. dernier mot sur le Non, 5000? non, Non. je veux parler de la marche maintenant, là, quand même. C'est une discipline forte de la France maintenant, la marche. Il y a C'est une toujours pas école de française, médaille. hein. Toujours pas de médaille, mais, Mais pas loin. après la très belle place d'Aurélien Quignon sur le 35 km marche, là, il y avait le 20 km marche masculin et féminin. Malheureusement, les secondes ne tombent pas du bon côté pour les Français. Quignon, il finit quatrième à 4 secondes du podium et Bordier finit cinquième un peu plus loin. Mais c'est quand même un beau tir groupé des Français. C'est même historique sur le 20 km parce que Diniz, lui, il avait fait des médailles et le record du monde, mais c'était sur le 50 km marche, discipline qui n'existe plus, qui a été remplacée par le 35 km marche. Ils sont quand même relativement jeunes, Aurélien Quignon et Gabriel Bordier, dans ces disciplines du 20 km. Ils ont 27 et 31 ans, je crois. Donc, ça peut être quelque chose où on peut les voir s'inscrire dans la durée. Et en tout cas, moi, je pense qu'ils sont dans les clous pour être performants en 2028. Dans 3 ans, ils auront 30 et 34 ans. Je pense que c'est l'âge de la maturité sur la marche. Ils auront connu des situations compliquées avec ce qu'ils ont vécu là au Japon en termes d'humidité, de chaleur. Ils auront connu pour Quignon quelque chose d'assez comment dire, incroyable l'année dernière aux Jeux Olympiques de Paris avec son 20 km marche le lendemain matin de la naissance de sa fille, avec une nuit quasiment blanche pour Aurélien Quignon. Voilà, il a de l'expérience. Ça, c'est des expériences que quand on a 20 ans, voilà, on a peut-être moins de bagages. Et là, on sent Quignon, il va arriver armé, je pense, pour Los Angeles. Et ça fait plaisir à voir. On peut avoir de gros espoirs avec ces deux garçons-là qui vont en plus de ça se tirer la bourre au niveau national. Donc c'est une émulation qui va être intéressante. Et chez les filles, il y a déjà cette émulation avec deux filles qui sont très proches l'une de l'autre, Pauline Stey et Clémence Beretta. Alors, Pauline Stey, elle finit 11e de la course. Franchement, Pauline Stey, si tu nous écoutes, félicitations. Mais j'imagine que t'es dégoûté. Tu t'es fait sauter sur la ligne. Tu t'es perdu 2 places au cassé. C'est dommage. T'aurais dû être 9e. Mais c'est déjà une très belle place, 11e. Et Clémence Beretta, malheureusement, a priori, j'ai vu qu'elle s'est fait une entorse pendant la course. Elle a quand même tenu à finir la course à la 29e place, mais c'est pas son niveau. Clémence Beretta, elle est normalement un tout petit peu meilleure que Pauline Stey, donc on aurait pu avoir deux Françaises dans le top 10, et là c'est pareil, c'est pas n'importe quoi, c'est les championnats du monde quand même, donc la marche française, attention pour 2028, faut mettre des pièces dessus.
L'école française se porte super bien à la marche et le petit regret que j'ai, Alex, alors je sais pas si tu te souviens, ça existe surtout au marathon. Si je dis pas de bêtises, à la marche, ça n'existe peut-être pas. On a déjà vu ça aux Jeux Olympiques, le classement par équipe. Oui, il y Un avait une classement, épreuve mixte l'année dernière au JO. Ouais. et là, ça aurait été vraiment incroyable parce Et qu'on a 2028, vraiment hein. 2028, 4 athlètes de fou. Sur un relais mixte à la marche, ça pourrait être dingue. Sur le classement aussi par équipe, peut-être comme on pourrait voir au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde de cross. On le sait, ça existe, ça pourrait être aussi dingue. Franchement, Aurélien et Gabriel, ils nous ont fait rêver. La course, la marche, en tout cas, elle est dingue. J'ai eu l'impression qu'ils étaient en lice quasiment tout le temps pour le podium. Et ça fait plaisir, et notamment Aurélien Quignon, parce que si on regarde les résultats, c'est le seul de tous les participants qui va battre son record personnel. 1h18, 49 secondes aux 20 km marche, c'est le seul qui bat son record personnel. Et ça veut dire que le jour J, il est capable de marcher et battre son record personnel. Franchement, respect. Déjà 1h18 aux 20 km en courant, c'est pas si mal. Euh, donc, euh, donc à la marche, franchement, c'est hyper impressionnant ce qu'ils font. Ah, mais c'est incroyable hein, ce qu'ils font ces garçons. Donc vraiment force à vous les gars, continuez comme ça et de toute façon, plus vous ferez des résultats, plus on parlera de vous aussi. Nous, en tout cas, on va s'appliquer à parler de plus en plus et de mieux en mieux de vous, j'espère. On avait échangé un petit peu sur Instagram avec Aurélien Quignon à l'époque quand on avait fait un podcast un petit peu orienté marche. Il nous avait donné pas mal de conseils, pas mal de tips pour des éléments de langage, des petites informations sur le milieu de la marche. Et c'était assez cool de sa part. Donc Aurélien, si tu nous écoutes encore, bravo à toi. Et la médaille, elle va venir un jour, on en est certain. Autre discipline qui est exigeante comme la marche, c'est l'heptathlon. On a vu des filles qui sont allées au bout d'elles-mêmes pendant 2 jours sur le stade de Tokyo. La victoire finale, bon, bah, pas trop de surprise non plus. C'est finalement Anna Hall qui l'emporte avec 6888 points, pardon. Très beau total. Elle a passé à côté de sa longueur et après, voilà, elle avait gagné. Donc le 800 mètres, elle a pas eu à tout donner non plus. Donc, elle fait pas un total stratosphérique, mais on sait qu'elle avait déjà fait plus de 7000 points à Godzis cette année. C'est une fille qui s'inscrit pour l'avenir vraiment au plus haut niveau. Là, on attendait un duel avec Nafissatou Thiam qui malheureusement n'a pas eu lieu. Déjà parce que Nafissatou Thiam a priori n'était pas réglée, pas en forme cette année. C'est plus la Nafissatou Thiam qu'on a connue depuis 2016. Mais bon. Attention, Nafissatou Thiam, elle a tout gagné. On a rien à lui reprocher. En plus, elle a eu une petite embrouille avec sa fédération de Belgique d'athlétisme. Ça l'a vraiment pas mis dans les meilleures conditions, à mon avis. Après, faut pas s'en servir d'excuse non plus, mais je pense qu'elle avait pas la tête vraiment à performer. Elle a abandonné avant le javelot, qui a habituellement son épreuve forte, on va dire, en plus, ça Nafissatou Thiam. Donc Anna Hall qui l'emporte largement, j'ai envie de dire, devant Kate O'Connor. Kate O'Connor, incroyable. Elle a fait un heptathlon dont tous les combinards et combinardes rêvent. Elle a battu ses records dans toutes les disciplines. C'est assez facile, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça fait 8 records personnels pour elle. 7 records dans les 7 épreuves, plus le record à l'heptathlon. Je pense que là, elle va aller se coucher, elle va être heureuse, elle est médaillée d'argent mondial. Je pense elle s'y attendait vraiment pas, parce qu'il y avait vraiment le duel Anna Hall, Nafissatou Thiam qui était attendu. Il y avait Katharina Johnson-Thompson, il y avait d'autres filles, Saga Vaninen qu'on attendait un peu mieux. Et là, c'est Kate O'Connor qui a fait la grosse surprise. Et la 3e place fait très très marquant, très rare aussi. Elle est partagée entre Talia Brooks et Katharina Johnson-Thompson qui ont le même total de points, 6581 points. Stéphane, c'est assez rare pour le souligner. C'est du jamais vu, tout simplement, sur 6500 points, arriver à avoir le même point près. Alors on les a vus se prendre dans les bras et être vraiment contentes d'être toutes les deux 3e place. Et ça conforte aussi vraiment le talent de Katharina Johnson-Thompson, qui est vraiment une très très grande athlète, une des plus grandes athlètes de tous les temps, j'ai envie de dire, souvent dans l'ombre un peu de Nafissatou Thiam, mais vice-championne olympique l'année dernière à Paris, championne du monde à Budapest en 2023, championne du monde à Doha en 2019. Katharina, c'est pas n'importe qui, c'est un très très beau podium qui mélange l'expérience de Katharina Johnson-Thompson, la nouveauté, la folie de Kate O'Connor qui signe son premier palmarès à l'extérieur. En tout cas, on se souvient qu'elle avait été 2e à Nanjing en Chine sur le
pentathlon au championnat du monde cette année en 2025. Et la troisième, c'est Anna Hall qui est troisième nommée, mais première au classement, qui fait 6888 points. Je m'attendais un tout petit peu mieux sur le classement. Elle a enchaîné 3 belles épreuves que sont le 100 mètres et la hauteur, et notamment le poids, 15 mètres 80. 15 mètres 80 à l'heptathlon, c'est du très très costaud. Le 200 mètres 23,50, c'est dans ses standards sans être dingue, et en longueur 6 mètres 12, c'est rédhibitoire pour aller chercher un potentiel record du monde de Jackie Joyner. Et pour finir avec l'heptathlon, c'est la seule avec Jackie Joyner américaine à être championne du monde de l'heptathlon. C'est assez rare pour le souligner. Elle qui est entraînée par Bob Kersee, le mari de Jackie Joyner Kersee. Donc ça reste dans un cercle très fermé, ces médailles d'or américaines à l'heptathlon. Juste pour revenir un tout petit peu sur la troisième place ex aequo à 6581 points entre Tyla Brooks et Katarina Johnson-Thompson, il y a des règlements qui existent pour les départager, normalement et a priori. Je me suis un peu renseigné. Alors, dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais de ce que j'ai lu, il existe 2 règles pour départager, mais finalement, c'est rarement fait parce qu'on estime que quand on arrive après 7 épreuves et qu'on est à égalité, c'est quand même bien aussi d'avoir une médaille chacune. Mais les règles qui existent, c'est premièrement, vu qu'il y a 7 épreuves, il y a forcément, on va regarder les confrontations de ces 2 filles dans chacune des épreuves. Et là, il y avait 4 victoires pour Tyla Brooks contre 3 pour Katarina Johnson-Thompson. Donc là, ça aurait pu être, j'ai envie de dire, Tyla Brooks qui aurait pu être nommée troisième et Katarina Johnson-Thompson quatrième. Ça aurait été extrêmement dur pour Katarina. Finalement, ça n'a pas été fait. Il y a une deuxième règle qui existe, qui peut être appliquée également, c'est celle qui marque le plus haut nombre de points sur une épreuve. Et là, pareil, ça aurait été Tyla Brooks avec 1135 points sur le 100 mètres haies. Et là où la meilleure performance de Katarina n'est que, entre guillemets, de 1059 points, là aussi sur le 100 mètres haies. Donc voilà, si on avait voulu aller chercher des poux à Katarina Johnson-Thompson, on aurait pu déclarer Tyla Brooks troisième. Mais je crois que les 2 filles avec une médaille de bronze, tout le monde est content, même les juges. Donc on va pas chipoter. Franchement, c'était super. L'heptathlon, c'est assez exceptionnel, et pour tous les gamins, les gamines qui nous écoutent et qui veulent commencer l'athlé ou qui se posent des questions, allez dans un club et demandez à faire des épreuves combinées, parce que franchement, si vous avez suivi ça, et vous devez continuer à suivre le décathlon, les épreuves combinées, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On passe au lancer de javelot, Alex, avec franchement des surprises. Je m'attendais pas à ce podium-là avec une équatorienne que je ne connaissais pas, sans lui faire offense. 65 mètres 12, elle bat son record national au bon moment. Angulo, l'équatorienne. Derrière, c'est Sietina du Lituanie, il me semble. Et Little, ouais, l'Australienne. Franchement, Letton Sietina. Franchement, un podium qu'on s'attendait pas. Quand on avait vu la start list, on s'était dit que Villagos, la Serbe, il y avait Little, ok, elle finit troisième, mais je la voyais vraiment sur le podium. Ou même Tseko, ouais, la grecque, ouais. La grecque. Franchement, ce podium-là, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et le javelot, on a vu des 1, 2, 3 lancers qui étaient pas mal, et après ça a été très étonnant. On n'a plus vu de lancer, le niveau est assez faible, on va pas se mentir, au lancer de javelot. Il nous manque vraiment des cadors pour aller chercher 68, 69 mètres. J'ai un peu moins vibré que sur le concours des garçons quand même. Ouais, bah déjà la première grosse tempête sur ce concours de javelot, ça a été les qualifications, avec l'absence en finale de la championne olympique japonaise en plus à domicile, Kitaguchi qui passe complètement à côté, qui fait 60 mètres 38 et qui ne se qualifie pas pour la finale. Ça, c'était vraiment le premier gros coup de tonnerre. Alors après, par contre, en finale, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas allé très loin. La seule les 2 premières en fait, elles ont surperformé, elles ont battu leur record. La lettonne Sietina 64 mètres 64 au dernier essai, elle va arracher la médaille d'argent. Ça, c'est vraiment très très fort. C'est tout ce qu'on demande à des athlètes, battre leur record au dernier essai d'un grand championnat pour aller arracher une belle médaille. Et la première, elle bat son record en qualif, 63 mètres et quelques. Elle le rebat en finale, 65 mètres 12.
et ça lui permet de gagner. Mais elle gagne aussi parce que les autres sont passés à côté. Il y a quand même plusieurs athlètes qui ont des season best au-delà de 65 mètres 12 cette année. Il y en a aussi 5 qui ont des records à plus de 65 mètres 12. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être là le jour J, les conditions atmosphériques. Ils en ont parlé, Diagana en avait parlé sur France TV la dernière fois pendant le concours des garçons, en expliquant que l'atmosphère, les conditions atmosphériques, l'humidité, la lourdeur de l'humidité, tout ça, ça ne permet pas de lancer très loin le javelot notamment. C'est pour ça que chez les garçons, on n'a pas vu des perfs de fou. Chez les filles, on ne voit pas des perfs de fou. On voit des personnes qui s'en sortent le mieux possible et ça crée des petites surprises. Comme chez les garçons avec Walcott, qui n'était pas attendu à ce niveau-là. Là, c'est une équatorienne qui n'est pas une inconnue, mais Non. qui n'était loin d'être favorite, quoi. Par contre, c'est le concours le moins relevé de l'histoire des championnats du monde. Alors, ça n'enlève en rien les podiums, et c'est ce qu'on demande aux athlètes, c'est d'être sur le podium lors des championnats du monde. Mais voilà, c'était la petite stat. 65 mètres 12, c'est la perf qu'il fallait aujourd'hui pour être champion du monde, et c'est la perf la moins relevée de l'histoire. On passe au Et lancer de poids, Alex, peut-être, pardon. ouais, non, mais lancer de poids, ouais, on va aller sur le lancer de poids qui a mis du temps aussi à se mettre en route. On s'est dit, mince, Ouais. ça va être compliqué. On va pas voir les perfs à 21,50, 21,60 qu'on a pu voir notamment à Zurich ou tout au long de l'année avec Chase Jackson principalement. Il y a une jeune fille néo-zélandaise, Madison Lee Wesh, qui a égalé son record personnel très tôt dans le concours, qui fait 20 m 06 et qui a mené tout le concours, voilà, elle a cru qu'elle allait gagner cette jeune fille, hein, parce qu'elle fait ça au premier essai, 20 m 06 et jusqu'à 3 lancers de la fin, les 3 derniers lancers, elle était encore en tête. Et là, il y a tout le monde qui s'est un petit peu réveillé, avec notamment Chase Jackson qui a réalisé 20 m 21 pour prendre la médaille d'argent, et Jessica Schilder qui finalement s'en sort le mieux avec 20 m 29. C'est pas un concours d'anthologie, mais c'est un concours quand même avec 3 filles à plus de 20 mètres. Quand on sait que la médaille d'or à Paris l'année dernière, Ogunleye s'est gagné à 20 m 00, bah il y a quand même 3 filles qui ont fait mieux cette année. Même si on pouvait quand même attendre mieux, notamment de Sarah Mitton qui finit quatrième avec 19 m 81, qui avait lancé à plus de 20 m 60 cette année, 68 si je dis pas de bêtises. Chase Jackson qui avait lancé à 20 m 95 cette année, Schilder qui avait fait 20 m 69 je crois cet hiver. Un petit peu déçu, mais quand même être là le jour J, c'est toujours pareil. Il y a des disciplines comme le poids, comme je sais plus de quelle discipline on parlait l'autre jour, où c'est toujours plus dur d'être là le jour J. Il y a de la tension, les haies, on en parlait Mmh. sur les haies, voilà. Allez. C'est toujours plus dur d'être là parce qu'il y a de la tension, il y a de la pression. Et au lancer de poids, quand il y a de la tension et de la pression, on raccourcit un petit peu tous nos mouvements et ça met moins d'amplitude, moins de force, et du coup ça va moins loin. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, mais le podium est quand même assez intéressant. C'est quand même un beau podium, et c'est la première médaille d'or des Pays-Bas dans cette discipline. Donc là aussi, c'est un petit exploit aux Pays-Bas. Et Chase Jackson, je m'attendais un tout petit peu mieux au vu de la saison, mais on sait qu'elle n'a pas été super régulière, notamment en Diamond League. Elle s'est fait des frayeurs des fois en lançant même à 17 mètres, alors qu'elle lançait vraiment à fond, sans mordre ni quoi que ce soit. C'était des vrais jets, mais à 17 mètres, 17 mètres 80, très étonnant. Donc 20-21, un peu déçu quand même de cette performance-là, mais ça reste un beau concours, et les États-Unis toujours présents, hein. Franchement, le nombre de médailles des États-Unis, même si c'est pas les États-Unis de la grande époque, franchement, ils marquent beaucoup de médailles. Ils sont d'ailleurs premiers au tableau des médailles devant le Kenya. Et juste pour finir sur ce concours de poids, Madison Lee Wesh, donc la néo-zélandaise, qui s'inscrit comme étant potentiellement la digne successeur de Valerie Adams, l'immense star, j'allais dire néo-zélandaise, mais même mondiale, planétaire du lancer de poids. Donc on va suivre ce que devient cette Wesh, assez particulier comme nom. Il y avait là aussi la première journée du décathlon, et franchement, cette première journée de décathlon, elle a déjà fait des dégâts. Les amis, avant même que le décathlon commence, Damian Warner, champion olympique en 2021 à Tokyo sur le décathlon, déclare forfait parce qu'il a un tendon d'Achille qui l'embête. Donc voilà, on perd un mec quand même costaud. Saut en hauteur, Simon et Hammer qui s'annoncent comme un potentiel au podium, on va dire, mais top 5, top 6. Et Hammer qui fait 0 à la hauteur à 1 m 93. Est-ce que le concours de longueur, les qualifs et la finale lui ont laissé des traces? Peut-être, parce qu'en 93, il est largement capable de le faire normalement.
Tilga, Roussen font également 0 à la hauteur, alors que c'est des garçons qui, pareil que Hammer, peuvent jouer des top 6, top 5. Parce que Roussen, on rappelle, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est 4e au jeu l'année dernière, Roussen. Donc ce sont des mecs qui étaient podiumables. Donc ça, ils tombent et ça ouvre la porte à des outsiders. Ils sont déjà 7 à avoir abandonné, avec notamment aussi le DNS de Lepage sur le 400 mètres, qui n'était pas dans une forme stratosphérique. Hein. Lepage, il allait faire 8002, 8100, et il n'était pas bien. Donc il a préféré abandonner avant le 400 mètres. Ça fait qu'il y a déjà 7 athlètes qui ont abandonné. En fait, il y en a que 6 qui ont abandonné, mais il y en a un, Tilga, qui a fait le 400 mètres malgré un 0 à la hauteur. Donc lui, on sait qu'il joue plus pour le finish. Mais dans tout ça, il y a quand même Garland qui s'en sort bien, même très bien. Il a fait un gros début de décathlon avec notamment un record au lancer de poids avec 17 mètres 03, je crois. Très fort ce Kyle Garland avec un 7 mètres 92 au bout du suspense, parce qu'il a mordu ses 2 premiers au saut en longueur. Donc ouais, vraiment Garland en très grande forme. Ça va, à mon avis, annoncer comment dire, Garland va faire un cavalier seul. Il va être loin devant parce que Scottheim n'est pas dans la forme de sa vie non plus, le Norvégien. Il limite la casse, il est très bien, il va faire quelque chose de pas mal, il sera certainement sur le podium. Mais Stéphane, c'est un décathlon qui a déjà fait beaucoup de rebondissements. Cette première journée, elle est folle. 4707 points pour Kyle Garland. D'après les infos que j'ai, je m'avance peut-être en disant un peu ça, mais il me semble que c'est le troisième meilleur performeur de tous les temps sur une première journée. C'est le 4e. 4e. Ok, Ouais, t'as qui doit devant, Alex? O'Brien, Warner, Eaton. Ouais. Et Garland, il avait déjà fait 4714. Okay. Là, il est à 4707. Donc, il est tout proche de son meilleur niveau. Donc on est raccord. Je pense sincèrement qu'il peut aller chercher un très gros total d'après les calculs que moi j'ai fait. Alors effectivement, il faut qu'il batte ses records, ou du moins être vraiment sur ces records-là. Attention aux 9000 points. Je pense que c'est possible. J'ai dit la même chose hier avec Anna Hall. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Loin de là, du coup, elle échoue à plus de 300 points sur ce que j'avais annoncé. Mais Kyle Garland, impressionnant de gabarit, notamment sur le 400 mètres. Il est assez costaud, on va pas se mentir. C'est ce qui lui a permis de faire plus de 17 mètres au poids, ce qui est une excellente performance pour un décathlonien. Je l'ai trouvé assez lourd, assez costaud. Je pense que ça peut lui réussir peut-être demain sur l'épreuve du disque, du javelot. Mais voilà, la perche et les haies, hâte de le voir courir. Il est loin d'être ridicule, bien au contraire. Kyle Garland pour 9000 points. Est-ce qu'Alex, tu penses qu'il peut faire 9000 points et rejoindre vraiment l'élite des légendes du décathlon? Il a un record à 8869, donc ça voudrait dire qu'il met quand même une belle gifle à son record. Pourquoi pas? Kevin Mayer, quand il a fait 9126, son record avant c'était 8834, donc il a mis lui aussi une énorme gifle à son record. Donc pourquoi pas? Après voilà, il a un point qui est quand même assez faible, c'est le 1500 mètres, donc il va falloir voir où il en est avant le 1500 mètres, mais c'est vrai que c'est pas comme Neugbauer, l'Allemand, qui a vraiment 2 points faibles, les haies et le javelot. Demain, ça va être la descente aux enfers pour Neugbauer, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle 4e, et que j'ai du mal à imaginer sur le podium demain, avec ses 2 gros points faibles, même 3, parce que sur le 1500 mètres, c'est pareil, il avance pas. Ça va être très compliqué pour Neugbauer. Mais Garland, il est bon sur les haies, il est bon au disque, il est bon à la perche. Il est pas mauvais à la perche, on va dire. Il est pas bon, mais il est pas mauvais. C'est pas un gros point faible. Et il est bon au javelot. Il a progressé cette année. Il a fait 63 mètres, je crois. Garland à 9000. On peut y croire. Franchement, on peut y croire. Par contre, il va falloir surveiller Sander Scottheim, le Norvégien, qui va être revanchard demain. Il est pas en forme, Scottheim. Là, toutes les perfs qu'on voit, ça nous montre qu'il est un ton en dessous par rapport à ce qu'il faisait cet hiver où il était incroyable. Notamment, il a battu le record d'Europe de Kevin Mayer d'ailleurs sur l'heptathlon, et qu'il a fait 8909 points à Godzis. Là, il est un ton en dessous. Il est moins bien. Mais à mon avis, il va quand même matcher pour la 2e place. Et il va falloir surveiller, je vous en parlais à l'instant, de la descente aux enfers, à mon avis, de Neugbauer et peut-être même de Owens de Lerme, qui a un point faible perche, jave, disque, où il est vraiment pas terrible, ou en tout cas pas très régulier. Et il va falloir surveiller les remontées, à mon avis, d'un Johannes Herm, qui est au contact. Il est 5e à l'heure actuelle, pas très loin de la 3e place. Et
en partant d'un peu plus loin, mais qui a une deuxième journée incroyable, un Niklas Cole. Il est 8e à l'heure actuelle avec 4167 points. Attention à Niklas Cole qui peut mettre 200, 250 points à tout le monde, et notamment à un Knockbauer ou un Owens de Lerme sur le javelot, avec un record à 79 mètres. Donc si Cole, avant les 2 dernières épreuves, il est proche du top 5, top 4, il finira sur le podium parce qu'il est imprenable sur les 2 dernières épreuves, avec 79 mètres au javelot et 4,10 grosso modo aux 1500 mètres. Il va falloir le surveiller, donc ça va encore être passionnant. On va suivre ça cette nuit, Stéphane. On va se lever pour regarder, et demain après-midi, on vous débriefera tout ça demain. Mais moi, je vous donne mon pronostic. Le décathlon, j'aime bien ça. Garland, Scottheim et Herm et Cole 4e. Ah ouais, ok. Ok. Moi, je suis d'accord avec toi sur Garland. Je pense que même il peut peut-être aller chercher 9000. Bon, pas plus, hein, faut pas déconner. Que le record du monde reste à Kevin Mayer en France. Sander, le Norvégien, je le vois aussi être deuxième avec une très belle bataille sur le 1500 face à Garland, parce que attention à Garland, souvent quand on est très très bien la première journée, on peut aussi s'effondrer un tout petit peu, même si là il a quand même quasiment, il a 160 points d'écart, c'est quand même pas mal. Il fait une très bonne première journée, mais attention. Et après, je sais pas, Herm me paraît pas mal, Niklas Cole aussi. J'hésiterai entre ces deux, et peut-être que Knockbauer, il a fait des gros progrès aussi. Hein, non. J'ai regardé sa fiche, peut-être qu'au disque. Par contre, au disque, il va être très fort. À la perche, il est bon, mais les 3 autres épreuves, il a, excusez-moi l'expression, il a le cancer de ces épreuves-là. Ouais, c'est assez fou. Mais en tout cas, 2h05 du matin, décathlon 110 mètres haies, et n'oublions pas aussi nos 2 Français avec Antoine Ferranti qui fait quand même des performances plus que remarquables, qui pourrait peut-être battre son record personnel sur le décathlon. Là, pour le moment, il est 12e, franchement, respect à Antoine, c'est des très belles performances qu'il nous a fait. Et Mackenson Gletti un tout petit peu plus en délicatesse. Au micro, il a annoncé réfléchir vraiment à cette deuxième journée qui lui fait un peu peur d'après ce qu'on a compris, et qui est 15e. Mackenson, il s'est fait opérer d'un tendon d'Achille il y a quelques années. Il s'est fait opérer de l'autre tendon d'Achille au mois de septembre l'année dernière après les JO de Paris. Il a pris le temps pour revenir, mais là, a priori, ça retire le tendon d'Achille, donc je sais pas lequel des deux retire, mais du coup, c'est inconfortable pour lui, ça doit être vraiment très difficile à gérer. Et pour Antoine Ferranti, franchement, il est impressionnant déjà, et il fait plaisir à voir. Il a le smile, il profite, il fait des bonnes perfs. Il est pas là pour faire du tourisme, Ferranti, sachant que c'est son 5e décathlon de l'année. Ça vient vraiment en opposition avec ce que font les tout meilleurs mondiaux, en tout cas, des Garland, Scottheim, Knockbauer. Cette année, ils ont fait un seul décathlon pour se qualifier et pour prendre des repères, et là ils font leur 2e décathlon pour optimiser leur potentiel. Ferranti 5e décathlon, et il est encore en train de faire des perfs, sachant que son avant-dernier décathlon, ça date de je crois il y a 3 semaines ou 4 semaines là, donc c'était franchement moi, il m'impressionne ce Ferranti, et il se place pour l'année prochaine pour les championnats d'Europe. Là, parce que s'il fait un U1002 encore, il sera dans la start list pour les championnats d'Europe de l'année prochaine. Il est en train de s'inscrire dans la durée en équipe de France et sur le décathlon, et c'est une bonne chose pour la suite. Effectivement, le 10 août, son dernier DK. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, ça fait quand même un sacré enchaînement. Attention à pas le payer sur les prochaines années, sur le long terme. En tout cas, là, il est en place et il fait plaisir à voir. C'est un jeune qui a bien progressé cette année, et c'est une deuxième journée qui pourrait aussi être à son avantage, à mon avis, parce qu'il a progressé sur le disque, sur le javelot. C'est pas évidemment comme un Niklas Cole qui fait 79 mètres au javelot. Évidemment, on n'est pas sur ça. Mais attention, il peut tirer son épingle du jeu. Et pour la petite anecdote, Antoine Ferranti, son père, Jean-Paul Ferranti, était mon prof d'anatomie à Staps Valence. Voilà. Donc j'entendais parler d'Antoine Ferranti depuis déjà très longtemps. Moi, je connaissais bien le papa. Est-ce que tu avais des bonnes notes? J'avais de très bonnes notes avec Jean-Paul Ferranti. Ça va, j'en doute pas. On enchaîne avec les relais 4x4, 4x100, masculin, féminin. Il y a de quoi parler encore, Stéphane, je crois. Déjà, première information, c'est que sur ces 4 relais, il y avait 4 équipes de France engagées, qu'il y en a 3 qui passent. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. Ça, on pouvait en douter. La seule équipe qu'on verra pas en finale côté français, ce sera le 4x4 homme, qui est vraiment décimé, on va dire. Il y a beaucoup de blessures. Kunta, de ce qu'on a compris, a couru blessé.
Les garçons sont pas en excellente forme non plus, donc voilà, ils étaient là, ils ont représenté, ils ont mouillé le maillot, mais c'était trop compliqué pour eux cette année. On va pas leur cracher dessus, loin de là, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 ans à Budapest, ils avaient sauvé la France, ils avaient été les seules médailles, la seule médaille de l'équipe de France avec leur belle médaille d'argent avec un record de France sur le 4x4 la dernière journée. Donc voilà, les gars, ils vont se guérir, ils vont se soigner, ils vont revenir, et on espère qu'ils feront comme leurs homologues sur les autres relais, qui seront en finale l'année prochaine et dans les années à venir. Mais c'est pas les seuls à être passés à côté dans le 4x4. Stéphane, il y a eu un séisme à Tokyo. Les Américains ne seront pas en finale du 4x4. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, Stéphane, mais ça rend fou. En même temps, ils ont aligné l'équipe C. Franchement, ils ont mis le chauffeur de bus, ils ont mis l'intendant, le responsable du vestiaire, et franchement, c'était n'importe quoi l'équipe qu'ils ont mis. Même si c'est des mecs qui ont couru vite cette année, mais ils se sont fait bananer parce qu'ils ont pas mis Patterson, ils ont pas mis Norwood, les 2 mecs les plus fiables. Et là, les autres, ils étaient en vacances au Japon. Là. Je suis sûr, ils ont dû manger des sushis toute la semaine. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait les jeux vidéo. Mais là, ils se sont pas préparés pour cet événement. Ils ont fait 3 minutes 01, je crois, ou 0-0. C'est ça, 0-1, ouais. C'est scandaleux quand t'es américain. Ça fait une moyenne de plus de 45 secondes. Alors qu'ils ont 150 gars qui font moins de 40, moins de 45 aux États-Unis. Non, mais loin de moi de dénigrer ce qui s'est passé avec l'équipe de France qui fait 3-0-1 64, mais les États-Unis 3-0-1 0-6. C'est du jamais vu. 6 dixièmes d'écart entre la France et les États-Unis. Loin de moi l'idée de dénigrer l'équipe de France, parce qu'ils ont donné tout. Mais les États-Unis, c'est un séisme. C'est un séisme. Franchement, du jamais vu. Mais je pense qu'ils se sont complètement trompés. Je pense que c'est la zizanie dans le clan américain et pas sur le relais 4x4. Pas que sur le relais 4x4. Je pense que sur tous les relais, il y a un problème. Et je pense que les États-Unis sont un peu en déroute. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui part en vrille, le collègue? Je pense qu'ils sont en déroute parce qu'ils s'attendaient à faire beaucoup plus de médailles. Ils s'attendaient à faire beaucoup plus de médailles d'or. Je pense qu'ils sont pas au niveau qu'ils espéraient. Je pense qu'il y a énormément de problèmes d'ego sur cette équipe des États-Unis. Je pense que Patterson, pour revenir sur le 4x4, il est cramé complet. Il est KO et je pense qu'il est même pas en forme pour aller courir. Je pense que vraiment il a trop donné cette année et c'est tout à fait honorable parce qu'il a changé aussi de carrière. Il y a l'aspect mental, il y a l'aspect aussi financier qui a dû forcément jouer. Et je pense que là, c'est moi en tout cas un gros coup de gueule des États-Unis parce que ils se croient au-dessus du lot, ils l'ont été, mais là, allez, j'ai envie de dire un peu moins. Ouais, bah franchement, c'est incroyable parce qu'en fait, il y en a un qui a surnagé, il y en a un qui a été très fort, hein, c'est Christopher Bailey, premier relayeur, il est chronométré en 43-11. Alors, je sais pas la fiabilité du truc, 43-11, c'est quand même incroyable, hein, arrêté. Je pense même qu'il y a un bug parce qu'en plus le deuxième, il est en 48-17, ça paraît quand même scandaleux, 48-17 lancé, ça vaut presque du 49 non, je dis n'importe quoi, ça vaut du 47-5 arrêté. Ouais. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a un petit bug de ce côté-là. Mais Bailey, il a fait un bon passage. Mais les autres, c'est du n'importe quoi. 44-7 lancés, 45 lancés pour des Américains. Non, ça n'existe pas à ce niveau-là. En finale, ils auraient certainement fait rentrer Patterson quand même. Il a fait 43-90 en qualif, Patterson. Je comprends pas comment il peut être cramé 4 jours plus tard. Peut-être justement qu'il s'est cramé à cette occasion-là et c'est dommage. Il a niqué son championnat. Et ils allaient faire rentrer Patterson, ils allaient faire rentrer Norwood. Peut-être même que Norwood, ils auraient pu le mettre dès là. Oui. Parce que Norwood, voilà. On sait que c'est un mec qui est fiable. Et ils allaient surtout faire rentrer Ray Benjamin en finale. Il y avait 3 mecs qui allaient rentrer, ils allaient jouer le podium en fait, les Américains. Mais là, les coiffeurs, ils ont pas assumé là. Franchement, je suis choqué moi. Il y en a un, il s'appelle MacGyver. Ben, il a rien. Non, ça marche pas MacGyver là. Il a pas trouvé la recette. Je suis énervé pour eux. Heureusement que je suis pas américain, sinon je serais vraiment frustré. Non, mais là, moi, je trouve que c'est un scandale, c'est un séisme. J'ai pas l'info. Ça va faire parler, hein. Ça va faire parler aux États-Unis, ça. J'ai pas l'info exacte, donc souvent, on essaie de vous donner des statistiques en temps réel, là, je les ai pas. Mais, peut-être que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, il y a déjà eu des années sans podium, hein, pour les États-Unis sur le 4x4. Ça, c'est déjà arrivé. Mais là, franchement, il y a un truc, hein. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe américaine, mais on les sent de moins en moins soudés. Le Demarius Smith, là, le deuxième relayeur, lui, va rentrer à la nage du Japon aux États-Unis. Franchement, à mon avis, il fait 46-50 lancés, 47. Franchement, c'est scandaleux. Le sélectionneur, il a vu qu'il manquait une jambe à ce mec-là, non?
Je sais pas, en plus t'as des mecs sur 4 âges qui sont bons, tu peux les faire courir, enfin je sais pas. Oui. Même sur 800, je suis sûr, bah non, il y avait le 800 qui était juste après. Non, il y avait personne en Mais finale. oui, remarque, il y avait personne en finale. Mais c'est pour ça, c'est la débandade un peu. Alors c'est la débandade, non, parce qu'ils ont 20 médailles. Ils ont 20 médailles, on en a qu'une, on peut pas ouvrir Oui, notre oui. gueule. Évidemment que c'est la plus grande nation de l'athlétisme mondial, mais à cette année, attention aux surprises. Et pour continuer un peu sur les relais, moi j'ai été quand même surpris du 4x100 masculin, Alex. On le fait peut-être pas dans l'ordre qu'il faut, mais c'est pas grave parce que là c'est le deuxième séisme, c'est un tsunami au Japon. C'est la Jamaïque qui passe à travers, mais à travers pas qu'un peu. C'est un passage entre le troisième et le quatrième relayeur, Christian Thompson. Je pense que où il a fait la poussée de sa vie pour aller faire 6,20 au 60, où il est parti des plombes avant. Je sais pas, mais là il y a eu un problème de réglage plus. Donc vous l'avez compris, la Jamaïque pas en finale du 4x100 mètres masculin. Moi, je passe pour un con en plus parce que je disais à tout le monde dans le podcast que les Jamaïcains, contrairement aux Américains, ils étaient allés à Londres, ils avaient travaillé le relais avec C'est vrai. Séville, avec Thompson, que justement ils allaient avoir des certitudes, une base de travail, qu'ils allaient faire le record du monde. Allez, franchement, ils ont fait n'importe quoi encore là, parce que c'est pas la seule transmission qui est mauvaise. Hein. Je crois que déjà celle avec Séville, elle est ignoble. Ils sont dans le virage, ils sont à la lutte avec les Français, les Jamaïcains. Ouais. Euh, En 38-34 les Français, hein, donc pas terrible pour des Jamaïcains. Pour les Français, ça reste honorable, mais pour les Jamaïcains, c'était ignoble. Et Toll Thompson qui part sur les marques, je sais pas ce qui s'est passé. Il a cru que c'était Level qui arrivait, mais en fait non, c'était pas Level, c'était Ford. mais même. Mais au-delà de la Jamaïque, franchement, le 4x100 masculin, il a fait des dégâts en série parce que la Grande-Bretagne ne passe pas, alors que quand même, Grande-Bretagne c'est solide. Ils allaient faire certainement rentrer Zarnel Hughes en finale, ce qui est quand même une plus-value. L'Afrique du Sud qui ne passe pas. D'ailleurs, Ouais. et attends, je voulais quand même vérifier, je vais le faire de suite, parce que Dino. ils ont quand même été bien gênés, l'Afrique du Sud, par Marcel Jacobs. Il y a eu un contact pendant la course. Et on voit qu'en fait Jacobs empêche l'Afrique du Sud de faire leur transmission. Ils se touchent les bras. Ça fait même tomber Jacobs sur sa mise en action. Et je voulais voir s'il n'y avait pas eu un repêchage ou une qualif en plus. Mais non, 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 non. Ils sont bien éliminés Après, on n'a les pas les start collègues. list encore, mais je pense que si ça n'a pas bougé sur le compte rendu de la Ah, je journée m'étais sur dit que le je voulais toto, vérifier, mais non, non, ils sont toujours DNF, l'Afrique du Sud. Et ils doivent être dégoûtés parce que franchement, ils avaient une équipe bah de fou l'équipe, malgré Waladza ouais. qui était pas là. Mais là, ils avaient une équipe pour faire podium. Surtout que t'as plus la Jamaïque, t'as plus la Grande-Bretagne. Franchement, ça va être super ouvert. Les Américains risquent d'être forts, mais à tout moment, eux aussi, ils font une dinguerie en finale. Ils font tomber le témoin. Attention, les Français sur le podium. J'y crois pas Podium vraiment. et le Ghana aussi, hein. Mais le Le Ghana Ghana. à 37,79. Là, franchement, c'est hyper ouvert à l'heure actuelle. Parce que les Américains, on sait que c'est pas l'assurance tout risque. Et derrière, autant ça, le podium va se jouer en 38-0. Hein. Donc, bon, on va parler un peu des Français quand même, parce qu'ils passent en finale avec le dernier chrono au temps, 38-34. C'est franchement, on pouvait pas espérer beaucoup plus pour les Français. 38-34, c'est pas un chrono terrible, hein, on va pas se mentir. C'est quasiment le même chrono que ce qu'avaient fait les espoirs champions d'Europe en 38-43 à Bergen. Donc voilà, il y a un dixième d'écart, c'est quand même pas normal à mon avis. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Badru aux Europes Espoir dans le virage en troisième relayeur, il avait couru 9,35. Je me souviens, on en avait parlé dans le Oui. podcast. 9,35 dans le relais pour un espoir dans le virage, c'est très très fort. Franchement, pour un espoir, c'est très très fort. Même pour un senior, c'est très très fort. Là, il y a des seniors, des gars forts qui n'ont pas fait mieux. Hein. Bromel, je crois qu'il fait, je sais plus combien il fait, mais il fait autour de ça. 45. Voilà, 45. il fait moins bien. Donc Badru a couru plus vite que Bromel dans le virage. Après, voilà, il y a les transmissions, il y a tout ça. Mais voilà, ce que je comprends pas, c'est que là, le sélectionneur français, Richard Curzas, il a envoyé Théo Schob qui a lâché un 9,60 dans le virage. Alors soit Théo Schob, il a fait des séances de fou à l'entraînement et là il s'est un peu cagué dessus et bon voilà, c'est l'expérience, ça arrive. Soit il a une dent contre Badru parce que Badru il est là en plus, il est à Tokyo. Ou alors Badru il est en méforme. Mais de ce que je sais, Badru est en forme. J'ai des infos en coulisses là-bas du côté de Tokyo. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas envoyé un Badru qui avait déjà fait ses preuves, alors que Schob, bon, c'est un coureur de 200 mètres, très bien, c'est un bon vireur, ok, mais bon, c'est un mec qui fait 20-60, quoi, donc je sais pas, je comprends pas trop, peut-être qu'ils veulent le garder, ils savaient qu'ils allaient se qualifier en finale, et ils gardaient Badru pour la finale, mais bon, je vois pas trop l'intérêt non plus, ou alors Badru, il est blessé, mais je te dis, je crois pas. C'est parce qu'il y a quand même presque 3 dixièmes, hein, 3 dixièmes, ça peut jouer médaille après. Hein.
Franchement, ça va être super ouvert. Peut-être que si Badru rentre en finale, ça va faire un peu mieux. Peut-être que Schreb va faire un peu mieux. On sait que les passages sont déterminants et seront déterminants. Il y a le Japon aussi à pas oublier. 38-07 sont toujours présents dans les grandes finales. Chez eux, en plus. Chez eux, il y a de quoi faire. Franchement, la France peut faire premier ou dernier. Le Ghana peut faire premier ou dernier. Le Canada pareil. Pays-Bas pareil. États-Unis encore plus. Après, les le Japon États-Unis, et l'Allemagne Stéphane, et l'Australie. les États-Unis vont quand même pouvoir faire rentrer un Lyles, un Bednarek, voire même un Courtney Lindsay. Franchement, l'équipe des Américains, avec les remplaçants, c'était déjà pas mal. Ils font moins de 38. Voilà, ils ont assuré. Eux, ils ont fait le taf. C'est des remplaçants qui ont fait le taf. Parfait. 37-98, ça suffit. Moi, j'ai deux images quand même, Alex, que j'ai envie de voir parce que ce sera la dernière épreuve de ce championnat du monde à Tokyo. D'ailleurs, c'est rare Ce ça, sera, que ce soit le 4x100. ouais, c'est vrai, normalement, c'est un peu plus le 4x4 ou même le décathlon 1500. Bon, plutôt le 4x4. Bon, 14h20 demain, dimanche 21 septembre, relais du 4x100 hommes. Si on s'attarde sur les États-Unis, déjà, j'ai envie de voir Bednarek, Noah Lyles dans la même équipe sur la présentation, déjà, des équipes. Sur est-ce qu'ils vont se donner le témoin ou pas? Est-ce qu'il y a le sélectionneur qui va se dire moi je suis charismatique, je vais imposer ma loi et je vais faire mon dominant, et Bednarek dans le virage va donner à Noah Lyles ou l'inverse ou une autre composition. S'ils gagnent, déjà comment ils vont passer le témoin, et s'ils gagnent, comment ils vont gérer ça? C'est un peu du comment on peut appeler ça, du gossip, pas de souci. C'est un peu, c'est ça. Mais j'ai envie de le voir parce que ça fait partie un peu du show à l'américaine, et j'ai surtout envie de voir les Français parce que je pense sincèrement qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. On n'a pas l'info du couloir parce que ce sera aussi déterminant. J'espère qu'ils seront pas au 9. Je pense que c'est le couloir à éviter pour les Français d'après moi. Mais s'ils sont 3 à 4, attention peut-être au podium. Ouais, en tout cas, l'équipe des Américains, pour revenir sur eux, ça devrait, je dirais bien, ça devrait être Coleman au départ, parce que là, il a quand même fait un beau virage. Il fait 10-23, c'est le meilleur temps de tous les concurrents dans le virage. Ensuite, ligne droite opposée, j'imagine bien un Bednarek. C'est la transmission qui n'avait pas fonctionné l'année dernière. Dans le virage, là, ils avaient mis Trayvon Bromell. C'était certainement pour le tester pour demain. Il a pas fait un bon chrono dans le virage. Peut-être qu'ils feront des modifications, ou alors peut-être qu'ils joueront la sécurité en renouvelant Bromell, et on peut mettre ou alors moi je mettrais Courtney Lindsay dans le virage, qui est un coureur de 200, qui a couru vite, qu'on a vu qu'il était encore en forme en ce moment. Bromell, j'ai l'impression qu'il est plus trop en forme. Déjà, on en avait vu ça sur la dernière Diamond League, la finale à Zurich. Je pense que l'équipe américaine, excusez-moi, je fais un peu long, Coleman, Bednarek, Courtney, Lyles. Et ça, sur le papier, ça fait plaisir quand même. Peut-être record du monde. Allez, j'avais annoncé la Jamaïque, mais je vais changer mon fusil d'épaule. Et à noter quand même aussi que on a les temps de passage de tous les athlètes sur toutes les séries. Alors il faut les prendre un peu avec des pincettes. Moi j'ai vu quelques petites corrections qui vont avoir lieu certainement. Peut-être que c'est pas fiable. Je sais pas si c'est des puces, mais voilà. En tout cas, c'est pas des analyses caméra parce que ça va tellement vite. Celui qui a fait le meilleur chrono lancé, je dis bien, c'est pas Oblique Sévillé, que je pensais avoir vraiment. C'était le champion du monde en titre. C'est Benjamin Azamati du Ghana, justement, 8,74 lancé, deuxième position. Sur ce parcours-là, faire 8,74 en ligne droite, c'est très très solide. Voilà. Ouais, ça veut dire que le Ghana est fort. Le Ghana est très très fort. Ouais, Jefferius qui refait 9,05, il est coutumier du fait, il fait souvent entre 9,0 et 9,05 Jefferius, donc vraiment une valeur sûre de ce relais. Et Ryan Zézé 10,35 pour lancer le relais, c'est très très bien aussi, hein. Quand on sait que Coleman a fait 10,23, Zézé, en fait on a un très bon enchaînement 1-2, et après c'est le virage et la dernière ligne droite qui ont un peu coûté cher à l'équipe de France, mais ça peut laisser de l'espoir pour demain la grande finale. On va enchaîner, Stéphane, on n'en a pas encore parlé, mais c'était les 4x4 féminins. On va commencer par le 100 mètres vu qu'on était en plein dedans. Là, les Françaises qui passent en finale à la place en plus. Alors ça, franchement, c'est un peu, entre guillemets, je trouve la bonne surprise. Je m'y attendais pas forcément. Avec une Jemima Joseph qu'on retrouve dans la dernière ligne droite, et ça fait plaisir. Elle court 10,25 lancée. Et voilà, elle est de retour, Jemima. C'est très rapide. On a vu très belle impression. On peut jouer quelque chose, l'équipe de France en finale demain sur le 4x100. Là aussi, franchement, l'équipe est pas mal du tout. Jemima m'a impressionné. Franchement, il y a de quoi faire. Attention à l'équipe de France, ils auront forcément un couloir sans trop parce que ils sont qualifiés à la place et pas au temps. Donc franchement, j'ai hâte
de voir ce que ça va donner. Marie Ange-Rimlinger qui fait 11,62, c'est pas mal. Départ arrêté, c'est pas mal. Temps d'action est pas ouf, 0,195, c'est peut-être un peu de stress, mais après lancer, on voit qu'elle rentre bien dans Sarah Mingas Richard. Hélène Parisot aussi qui fait le job. En virage, j'ai mis ma Joseph 10,25 lancé, c'est très bon. Hein. Elles seront au couloir 9 a priori. Ok. Finale. C'est surprenant. Après, ils ont laissé les couloirs 2 et 3 pour les qualifier au temps. Ok, bon. Ils ont tiré le couloir 9. Écoute, c'est pas si mal. Ça permet de faire ta course. Oui, t'es aussi. concentré sur tes marques, tu fais ta course. Tu vois personne normalement. Tu te fais pas remonter trop vite. Mais non, allez, ça peut jouer quelque chose. Enfin, peut-être pas la médaille parce qu'il y a quand même encore une fois là, il y a les Jamaïcaines avec Shelly-Ann Fraser-Pryce qui va vouloir gagner une dernière médaille mondiale. Il y a les États-Unis qui vont faire rentrer Melissa Jefferson qui risque d'être injouable. Et on a aussi la Grande-Bretagne avec Dean Asher-Smith, Amy Hunt, Daryl Neita. Franchement, ces trois équipes-là, si le témoin arrive au bout, elles seront devant. C'est une certitude, mais on l'a vu, le relais, c'est jamais fiable à 100%, les équipes. Donc pourquoi pas là, les Françaises bien tirer leur épingle du jeu. Stéphane, je vais te laisser parler du 4x4. T'es concerné. En plus, t'avais une fille qui courait. T'as pleuré, t'as tremblé, t'as crié. On le sait devant ta télévision et ça s'est bien passé parce elle passe en finale. Elle se qualifie au temps et ta petite protégée Isabelle Black pourra recourir certainement demain en finale du 4x4. Rien de tout ça, Alex. J'étais tellement sûr de moi que j'ai même pas eu besoin de montrer mes émotions. Non, pas du tout. Franchement, une super course des Françaises avec là aussi des bons temps. Franchement, donc elles ont le 6e meilleur temps, 3 minutes 24-33, la meilleure performance de la saison. N'oublions pas qu'elles ont été 4e en 2023, il me semble, à Budapest, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même j'ai envie de dire un collectif qui se connaît, même si Isabelle, pour elle, c'est sa première sélection, 6e temps, très très loin des États-Unis certainement, très très loin de la Jamaïque, mais après tout est possible, même si les Pays-Bas vont faire aligner Funkeballs, ce qu'ils n'ont pas fait en demi-finale aujourd'hui. Pour revenir sur cette course, c'était la demi-finale de Alex Do qui est très très bien parti, un super parcours, 50-80. Départ arrêté, c'est très très bon. Fanny Pelletier, là aussi dans une course qui n'était pas facile, un parcours assez compliqué avec du monde autour, 51-59. Isabelle 52-02, c'est un tout petit peu moins bien, mais par contre on sait que le départ, qui n'était pas un départ en couloir, qui était un départ au couloir 1 où il fallait se rabattre de suite, il est pas facile. Elle fait quand même une bonne course et elle met surtout derrière quasiment 5 dixièmes, il me semble, 5 dixièmes à la canadienne, donc ça c'était important. Et Amandine Brossier qui nous fait une course de fou. Amandine Brossier 49-92. Alors j'ai un peu moi j'ai repris les chronos, il faut un peu nuancer ça, j'ai l'impression que ça s'équilibre un tout petit peu entre Isabelle et Amandine sur 1 ou 2 dixièmes près, mais peu importe. Amandine Brossier très très forte, elle m'a fait très forte impression et moi j'ai envie d'y croire pour la finale, Alex, parce que je sais que tout est possible avec là aussi des passages de témoins, là aussi des bousculades. On a vu ces 4 filles qui étaient vraiment ensemble avec un très beau collectif et une belle dynamique, donc j'espère les revoir les 4 en finale et pourquoi pas, attention au podium. Ouais, je pense qu'il y a quand même presque une seconde à aller gratter. Je pense qu'Alex Deo, elle a fait une très bonne course. Ouais, si elle gratte un dixième, voilà, ça sera déjà magnifique demain. Par contre, les deux du milieu, là, Fanny Pelletier et Isabelle Black, là, je pense qu'elles peuvent toutes les deux gratter une demi-seconde. Fanny Pelletier, on l'a vu, elle est partie fort. Elle s'est un tout petit peu fait enfermer. Elle a dû peut-être un petit peu paniquer. Je la connais bien aussi, Fanny Pelletier. Quand elle vient à Montpellier, elle s'entraîne avec mon groupe. On partage des séances. Donc c'est assez sympa de voir à la fois Fanny et Isabelle à ce niveau-là dans cette équipe. C'est vraiment cool pour nous Montpelliérains. Mais Fanny, moi, je la connais bien et je pense qu'elle peut gratter une demi-seconde. Isabelle, pareil. Stéphane, on en a parlé un petit peu. Elle est pas partie comme elle aurait certainement dû partir. Elle a une demi-seconde de réserve. Ça, je pense que c'est une certitude. Une seconde de mieux. Attention, ça peut jouer le podium, même si tu l'as dit, Stéphane. États-Unis, ça va être au-dessus du lot parce qu'à mon avis, ça va faire rentrer McLaughlin pour lui mettre une médaille d'or dans la poche. Pays-Bas avec Femke Bol, ça va jouer loin devant. Mais derrière ça, moi, ça me paraît accessible, même si ça va être compliqué. La surprise, c'est la Grande-Bretagne qui passe à la trappe. Ouais, Grande-Bretagne à la trappe, ça je m'y attendais pas du tout. C'est une équipe de relais, c'est un pays, une nation de relais. Mais bon,
pourquoi pas l'Irlande aussi, hein. Il me semble, alors l'Irlande, je le dis au conditionnel, a porté réclamation contre l'équipe de France. Il me semble sur un passage, je sais pas lequel, mais il y a eu un problème de passage, peut-être avec Isabelle, hein. C'est avec Isabelle, ouais, c'est avec Ouais. Isabelle. Je l'ai vu à la télé. Ok, donc il me semble qu'il y a eu réclamation finalement. Bon, c'est pas, ça a pas abouti, et tant mieux, tant mieux pour la France. Ça aurait été dur. Ça aurait été un peu dur, mais en tout cas, bon, elles sont bien qualifiées, il y a pas de souci. Et attention quand même à la Norvège aussi, qui ont une belle équipe. Moi, j'ai vu une Jagger qui a fait un très beau parcours, qui était dernière, qui bat le record national 3:23,84. Ça va être ultra serré. J'ai l'impression que le passage entre la deuxième et troisième va être vraiment la clé sur tout ça. Avant que les dés soient jetés, peut-être si une Senny McLaughlin ou une Funkable finit, je pense que là il y aura pas match. Ouais, en tout cas, demain, on va suivre ça avec grand intérêt. Il y aura les finales des quatre relais, ça va être cool. La grande explication dans le décathlon également. La finale de Jimmy Gressier, Yann Schrub et Étienne Daguinos sur le 5000 mètres. Là aussi, on nourrit quand même, nous, Français, de grands espoirs. Il y aura la finale du 800 mètres, de la hauteur féminine et également du disque masculin. Ça va être encore une belle journée demain. On va suivre ça avec grand intérêt. On vous fera le débrief, bien évidemment, comme tous les soirs, à la même heure. D'ici demain, les amis, portez-vous bien. Bon week-end, bon samedi soir, soyez-vous. Allez, à plus.